Bonjour mesdames, bonjour messieurs. Donc hier, j'ai présenté un exposé sur la franc-maçonnerie de Gustave Flaubert. Aujourd'hui, c'est un peu ce qui va s'attacher à la franc-maçonnerie de Gustave Flaubert, donc les liens, l'origine initiatique de ce rite qui s'appelle le rite écossais philosophique. Il faut savoir une chose, c'est que la franc-maçonnerie de Gustave Flaubert est associée à une doctrine alchimique dont les grandes familles royales étaient détentrices. Entre autres, pour ce qui est du rite de Gustave Flaubert, les Stuart, la famille des Stuart. Donc on va regarder à travers l'histoire un peu cette histoire de cette famille, essayer de comprendre comment, au bout du compte, tout cela est arrivé en lien avec la franc-maçonnerie. Donc là, la famille royale catholique anglaise, la famille des Stuart et l'alchimie. Donc là, pour comprendre un peu tout ça, on va remonter, on va pas remonter jusqu'aux Égyptiens, on va s'arrêter à l'Empire romain d'Orient et d'Occident. Donc Empire romain chrétien. Donc entre autres l'Empire romain d'Orient qui va hériter des connaissances alchimiques, hiéro-astronomiques, des découvertes sur le sens de la vie. Des découvertes qu'on va appeler alchimiques, donc al-chimie, donc la chimie de Dieu, qui est associée à la pharmacopée au niveau médical. Il faut savoir que la médecine, comme j'ai dit hier, est divisée en trois: la pharmacopée, la chirurgie et la magie. Donc, là, sur la pierre philosophale, sur ces secrets d'alchimie qui viennent de l'Empire romain d'Orient, qui va hériter de ces connaissances? Eh bien, on va parler tout simplement des Mérovingiens en France. Ici, nous avons le baptême de Clovis, la conversion de Clovis. Cette conversion est associée non pas à un coup de tête de Clovis. Je pense qu'il a dû être quelque part déniaisé par rapport au secret initiatique de la chrétienté, et c'est pour cette raison qu'il s'est converti au christianisme. Il y a toute une histoire autour de Dagobert II, toujours chez l'histoire des Carolingiens et des Mérovingiens. Dagobert II va être à l'origine d'une canonisation. Je ne vais pas expliquer toute l'histoire de Dagobert II, mais ceux qui vont préparer cette cérémonie, eh bien, ce sont deux évêques, Hitmar de Reims et Bernard de Verdun. Alors, ce qui est intéressant avec Bernard de Verdun, c'est que sa particularité, il est connu surtout pour la construction, l'élaboration d'un traité de hiéroastronomie qui s'appelle Tractatus Supertotatem Astrologiam. Ça signifie que ces personnages, qui étaient des évêques, travaillaient sur la hiéroastronomie, sur l'alchimie et sur l'astrologie. Et tout ça, évidemment, est imbriqué au sein d'une activité qui s'appelle la médecine. Donc ça remonte à très très loin. Ça remonte à très très loin. Alors au XIIIe siècle, on a ce nom de Jacques de Voragine, qui est l'évêque de Gênes, qui est de l'ordre des prêcheurs, et qui va écrire cette célèbre légende dorée, qui peut être associée à ce traité de Bernard de Verdun. C'est les mêmes travaux, présentés différemment. Mais tout ça pour tout doucement amener à cette idée que ces connaissances secrètes, médicales, religieuses, vont être à la base de la franc-maçonnerie française. Je vous amène tout doucement sur cette idée. Voilà. Donc là, c'est ce que je vous avais dit tout à l'heure, histoire de la médecine alchimique, trois particularités: la pharmacopée, la chirurgie, la magie. Les grandes familles royales, dépositaires de la tradition alchimique helléno-chrétienne, les Stuart et les Mérovingiens, parce que les Stuart sont mérovingiens. Donc on arrive avec les Stuart à l'héritage initiatique, l'héritage de la connaissance, qui est une connaissance qui est issue, bon là je me suis arrêté à l'Empire romain chrétien, de l'Empire romain chrétien, du catholicisme, et qui vont en quelque sorte préserver au sein de leur famille. On va parler ici de l'épisode de Gilles de Rais.
Parce que Gilles de Rais, on lui a souvent dit, on a souvent dit de Gilles de Rais que comme il n'avait plus d'argent, il s'est bien essayé de faire une recherche sur la pierre philosophale, fabriquer de l'or, puis qu'après, comme ça, il aurait résolu ses problèmes d'argent. On se moque du monde. Gilles de Rais ne fait que exécuter une tradition ancestrale, comme on l'a vu, hein, qui remonte à l'aube des temps, et il fait ce que les grands aristocrates et les grands nobles faisaient, ils faisaient de l'alchimie. Bon, évidemment, il l'a fait avec on lui reproche quelques crimes, hein, mais malgré tout, cette tradition alchimique qu'il perpétuait était héritée de ses familles et de ses évêques, hein, entre autres ceux que je vous ai cités. Et il y a un truc qui est très intéressant avec Gilles de Rais, c'est qu'il s'appelle aussi Gilles, surtout Gilles de Montmorency, et il faut savoir que celui qui a exécuté les traités du Grand Orient de France, hein, qui a construit le corps administratif du Grand Orient de France, s'appelle aussi Montmorency. Donc on a déjà, au niveau des grandes familles royales, par rapport à Gilles de Rais, une filiation. Tout ça se tient en fait, tout se tient. Alors, on a une première trace de la franc-maçonnerie en 1583. Vous voyez, c'est assez ancien. Hein, voilà, donc je continue avec le traité de Chaux. Voilà. Les hommes de science qui sont associés à ces connaissances. Donc, que ce soit au XVIe siècle, eh bien, on a entre autres Henri Corneille Agrippa, hein, qui est un grand médecin, hiéroastronomiste, magicien. Alors après, on a Nostradamus, qui fait partie de ces mêmes personnages. Nostradamus, donc tous ces gens-là étaient associés aux grandes familles royales, protégés par les grandes familles royales, et au bout du compte, on va voir tout doucement que ces grandes familles royales vont être aussi les éléments moteurs de cette franc-maçonnerie. Donc on peut imaginer que derrière ces noms, eh bien, se cachaient des organisations, entre autres, hein, certaines personnes ont montré du doigt une organisation qui s'appelle la Rose-Croix d'Orient, hein, Rose-Croix d'Orient associée à l'Empire romain byzantin. Voilà. Donc ces personnages étaient peut-être très certainement au sein de mouvements d'illuminés, et progressivement, bon là par exemple, si on arrive au XVIIe siècle, peut-être que ces gens-là étaient formés. Kepler certainement, puisqu'on a des traces, hein, déjà. Hein, j'ai montré tout à l'heure le statut de Chaux, hein, qui date de 1583, et qui est une première trace écrite de cette franc-maçonnerie. Hein. Donc, quand on arrive, peut-être ça existait avant autrement, hein, c'est ce que j'étais en train de vous dire, et là, déjà Kepler, hein, 1630, pouvait peut-être faire partie de cette franc-maçonnerie. Hein. Donc là, Tycho Brahe, hein, forcément, John Dee, hein, connu, très connu, au XVIIIe, Newton. Hein, Newton. Alors Newton sera un élément référentiel d'un monsieur qui s'appelle Saint-Simon, le duc de Saint-Simon, donc qui est à l'origine du saint-simonisme. Et fondamentalement, le saint-simonisme aura une influence au sein de la franc-maçonnerie et il va donner en finalité le socialisme. Hein, on est sur les prémices du socialisme. Le saint-simonisme, c'est aussi le génie du christianisme de Chateaubriand. Hein, c'est tout un courant de pensée qui se revendique lui-même de Newton. Voilà. Alors, comme je l'ai dit tout à l'heure, hein, ce sont les grandes familles royales qui sont les piliers de cette franc-maçonnerie, hein, qu'elles soient protestantes, catholiques. Et en ce qui concerne le Grand Orient de France, les deux piliers, hein, c'est ces deux personnes que j'ai citées que je vais citer, Anne-Charles de Sigismond de Montmorency, donc un descendant de la famille de Montmorency, de Gilles de Rais, et ici Philippe d'Orléans, hein, qu'on va appeler Philippe Égalité, et que certains vont accuser de trahison, puisqu'il aura voté la mort du roi. Hein. Le roi qui était franc-maçon, la franc-maçonnerie devait protéger la royauté, lui il va exécuter un régicide, hein, avec ses amis. Hein, vous savez, on a au niveau du régicide, on a Fouché, on a Talleyrand, on a un certain nombre de coquins, hein, qui vont au bout du compte être parjure et aller jusqu'à faire assassiner le roi. Par contre, on va essayer de comprendre comment cette franc-maçonnerie française s'est construite. Et donc forcément, cette franc-maçonnerie est associée
à la médecine, hein, donc ceux qui détiennent cette connaissance médicale, ce sont les Stuarts. Il faut savoir que les Stuarts, c'est la royauté en Irlande, en Écosse, en Angleterre, mais c'est aussi, avec Marie Stuart, une reine de France. Hein. Donc c'est des grandes familles régnantes, hein, et proches du catholicisme, et donc malgré quelques petits problèmes, enfin de gros problèmes, hein, auxquels ils ont eu à faire face au niveau de la couronne d'Angleterre, eh bien, la France, très catholique, hein, les a toujours soutenus, protégés, et même aidés dans leur reconquête militaire. Les reconquêtes n'ont pas fonctionné, mais ils ont essayé, et les Français ont aidé, hein, aux reconquêtes militaires. Donc pour résumer un peu cette situation, on va étudier un peu la guerre de 7 ans, Louis XV et la guerre de 7 ans. Comment ça commence? La guerre de 7 ans, hein, eh bien, c'est un conflit entre la France et l'Angleterre quant à la succession de la couronne d'Autriche. Hein. Mais avant ce problème, il y a eu un autre problème. Il y a eu le roi d'Angleterre, hein, donc là, on va aller sous Louis XIV, hein, on a déjà un problème. Pourquoi? Parce qu'au XVIIe et XVIIIe siècle, l'Angleterre redevient catholique à l'initiative de Jacques II de Stuart. Il arrive, donc ils se connaissaient, c'est des cousins, il arrive à Versailles, il est converti au catholicisme, et il revient en Angleterre, où il veut imposer la religion catholique. Sauf que ça ne s'est pas très bien passé, et donc il ne régnera que 3 ans, puisqu'il va être victime d'un putsch à cause de cette démarche. C'est un peu les prémices de la guerre de 7 ans, ça commence à pointer son nez. Donc, 17e, 18e, donc il sera combattu après sa conversion au catholicisme, et ce putsch auquel il aura été confronté s'appelle la Glorieuse Révolution, donc elle a lieu en 1688-1689, en une année. Le roi Jacques II de Stuart va être poussé de la couronne d'Angleterre par Guillaume III d'Orange. Hein, et au bout du compte, hein, les orangistes, hein, vous savez, c'est toujours les protestants qui se battent contre les catholiques en Irlande. Hein, c'est un peu ça. Et bien voilà, ça date de cette époque. Et Guillaume II va pousser Jacques Stuart, le catholique, pour que l'Angleterre reste protestante. Voilà. Alors, à l'époque, il y avait déjà cette franc-maçonnerie, mais elle était sous l'égide des Stuarts, mais avec ce putsch, évidemment, les rapports de force occultes, hein, donc des démarches politiques occultes auxquelles servait la franc-maçonnerie, vont changer de camp. Et c'est pour ça que la franc-maçonnerie française va arriver. Puisque quand le putsch va être... au moment de la guerre de 7 ans, les Stuarts ne sont plus au pouvoir, et la franc-maçonnerie repasse sous contrôle orangiste. Et donc, quand la guerre de 7 ans éclate, eh bien, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, la franc-maçonnerie devient hostile au roi de France, et donc elle va être interdite par Louis XV, et malgré tout, hein, comme c'est quand même un réseau de renseignements et d'enseignement, ça va être reconstruit. Et à ce moment-là, c'est Louis XV qui va créer le Grand Orient de France, hein, qui va autoriser la création du Grand Orient de France, en poussant évidemment cette franc-maçonnerie orangiste, hein, qui essayait de déstabiliser le pays. D'ailleurs, certaines personnes disent que la Révolution française ne serait qu'une conséquence de ces mouvements maçonniques et de cette guerre secrète que les rois se livraient à travers ces réseaux. Hein. Alors là, en 1756, Louis XV entre en guerre contre l'Angleterre suite à la succession, un litige sur la succession de la couronne d'Autriche. Il en découlera la guerre de 7 ans, hein, donc une guerre mondiale, d'ailleurs que ça se battait partout, sur mer, en Europe, dans les colonies, ça a duré 7 ans et c'était assez terrible. Hein. Et donc, il en découlera donc la guerre de 7 ans et une interdiction de la franc-maçonnerie jacobite en France. Jacobite, on va dire plutôt orangiste. Hein. Bon. En 1773, donc, il y aura création du Grand Orient de France et du rite écossais philosophique auquel Flaubert appartenait.
base de l'héritage alchimique des Stuarts. Conclusion, donc ce qu'on peut voir avec l'exposé que je viens de vous faire, c'est que le Grand Orient de France a son origine, est fondamentalement monarchiste, associé à des doctrines médicales qui sont fondamentalement alchimiques, et donc ce Grand Orient de France est très proche de la religion catholique. Et donc on peut se poser cette question, c'est là donc je vais conclure, sur ce qu'est aujourd'hui le Grand Orient de France. Le Grand Orient de France est donc construit à son origine sur un enseignement alchimique catholique dont la famille des Stuarts était dépositaire. Cette connaissance est aussi associée à l'Empire ottoman, empire qui soutiendra François Ier en 1536, à l'époque de Soliman le Magnifique. On a vu aussi le rôle important de l'Empire byzantin dans cette transmission du savoir. Ainsi, par l'histoire, les chrétiens, une partie des musulmans, les musulmans allemands, se sont unis dans la construction d'une France catholique, une et indivisible. L'actuel Grand Orient de France est aujourd'hui une fédération du Parti socialiste. Donc, on peut se poser la question s'il correspond, enfin, on n'a pas même pas à se poser la question, il ne correspond plus à la réalité historique. Il ne peut pas se revendiquer, une quelconque légitimité maçonnique si, au bout du compte, il s'oppose au catholicisme. C'est pas possible. Réalité qu'il essaiera de pervertir, cette réalité historique, alchimique, catholique, réalité qu'il essayera de pervertir, donc le Grand Orient de France, déjà en 1905, avec la séparation de l'Église catholique et de l'État, ce qui n'est pas cohérent. Le Grand Orient de France est aujourd'hui une imposture, a priori, puisque pour eux, le curé, c'est l'homme à abattre, donc c'est une imposture. Représentant un danger pour les familles, puisqu'on voit un peu les lois qu'ils essayent de faire passer, elles sont en contre-nature, vont en opposition avec toute idée de famille et de religiosité. Le Grand Orient de France n'a plus rien de maçonnique, il est aujourd'hui dans les mains de quelques industriels. C'est devenu un outil pervers. Ils n'ont plus de légitimité quant à l'héritage des constructeurs des cathédrales, dont la démarche était fondamentalement chrétienne. Pourquoi se revendiquerait-il de la chrétienté et s'associerait à l'éradication des églises? Bon nombre d'églises aujourd'hui sont détruites. On peut imaginer, en cherchant un peu, que le maire est fondamentalement socialiste, et en tant que maire aussi, franc-maçon du Grand Orient de France. Détruire les églises, c'est une aberration. On ne peut pas être à la fois se revendiquer des constructeurs des cathédrales et détruire les églises en parallèle, pour en finir avec la chrétienté. Ça s'appelle de la bêtise. Et pourtant, c'est ce qui se passe. Cette organisation dangereuse mérite le traitement que l'on réserve aux organisations de malfaiteurs. On voit Cahuzac. Cahuzac, c'est la faute à Rocard. Ces gens-là détournent des fonds, exercent du trafic d'influence, et au bout du compte se moquent du peuple, puisqu'on peut se rappeler de Cahuzac qui, les yeux dans les yeux, bien évidemment, n'avait pas de compte en Suisse. Alors, cette position des tyrans du XIXe siècle, parce qu'on a affaire à une forme de tyrannie intellectuelle, on nous impose une pensée unique, on fait passer des lois qui sont contre nature, et on essaye de faire avaler la couleuvre au peuple qui, de toute façon, n'a pas le droit de se défendre ni de répondre. Voilà, aujourd'hui, on en est avec cette organisation. Alors, il faut savoir que c'est pas nouveau. Déjà à la fin du XIXe siècle, c'était comme ça. Et cette position, Gustave Flaubert, Guy de Maupassant et Émile Zola la défendaient dans leur bataille contre les tyrans du XIXe siècle. Et entre autres, on peut dire que une des phrases célèbres de Flaubert quant à cette bataille, c'est quand il parle de la famille de Rothschild, il dit cette famille susnommée aura fait couler plus de larmes que Waterloo et Sedan. Voilà.
Donc pour terminer cette conférence, je vous présente votre futur ouvrage, que voici, dont le titre est également Gustave Flaubert et le Grand Orient de France. Cet ouvrage est plus qu'un livre, c'est un multimédia par excellence, avec, en fin de cet ouvrage, un DVD d'1 heure qui parle du saint-simonisme en Égypte et de Gustave Flaubert. Donc là, vous voyez ici à la fin. Il est composé également de 15 films que l'on trouve en tête de chapitre, un chapitre, un film. Ce film, vous pouvez y accéder soit par un QR code, si vous n'avez pas cette technologie de scannage de QR code, vous pouvez le regarder en recopiant le lien qui est ici. Donc c'est un multimédia, comme je vous ai dit. Alors, chaque chapitre est présenté selon cette méthode claire et rigoureuse, décrite par un mode d'emploi. Alors le mode d'emploi, évidemment, vous l'avez en début d'ouvrage, ici. Et évidemment, à lire absolument avant de vous lancer dans l'étude du document. Le livre, pour l'acheter, vous pouvez l'avoir sur Paris, dans 2 librairies, à la librairie française et à la librairie Facta. Alors à Rouen, si vous êtes de Rouen, eh bien vous pouvez l'acheter à la librairie d'Adès. Ou alors, si vous êtes à l'étranger ou loin de Paris ou de Rouen, vous n'hésitez pas à l'acquérir sur Amazon.fr. Vous faites Gustave Flaubert, le Grand Orient de France, il n'y en a qu'un. C'est une étude unique. Vous cliquez sur Gustave Flaubert, le Grand Orient de France, et vous pouvez l'acquérir sur Amazon. Voilà. Bien, merci d'avoir regardé cette conférence. Pour suivre mon actualité, je vous invite à vous abonner à ma page Facebook, Gustave Flaubert en Égypte. Je vous dis à bientôt. Bonne journée, bonne soirée.